Des trains qui passent, des TGV, des marchandises. On les regarde sans se préoccuper du type de courant qui alimente la caténaire, et encore moins les voyageurs. En plus, la quasi-totalité des nouvelles locomotives est voire tricourant, et le passage de l'un à l'autre se fait simplement sans arrêt. Mais, en France, et jusqu'à la fin des années 40, le continu régnait en maître sur les lignes électrifiées. Le courant alternatif n'était pratiquement pas utilisé, malgré les importantes économies qu'il permet de faire sur les installations fixes. Pourtant, dès la fin de la guerre, sous l'impulsion de Louis Armand, les ingénieurs de la SNCF se penchent sur la question. En s'inspirant de l'expérience suisse et allemande en 16 périodes de tiers, ils commencent une série d'essais à petite échelle sur la ligne de Savoie, avec des locomotives prototypes de différents constructeurs. L'histoire de cette formidable aventure qui allait ouvrir une nouvelle ère dans la traction électrique nous est racontée en détail par les films des archives de la SNCF, dans le plus pur style des documentaires et des actualités de l'époque. Tout commence avec le fameux congrès d'Annecy de 1951. Annecy, la coquette cité savoyarde, est la capitale du 50 période. L'alimentation en énergie de la ligne expérimentale est obtenue à partir du réseau d'électricité de France par une sous-station d'une extrême simplicité. Les installations réduites au strict minimum consistent essentiellement en 2 transformateurs fournissant la tension monophasée à 20 000 volts. Les congressistes, dont beaucoup ont quitté Paris la veille, retrouvent ici la silhouette bien connue des automotrices de la banlieue Saint-Lazare. Monsieur Armand, directeur général de la SNCF, se fait une joie de leur expliquer cette mutation. Grâce à un effort exceptionnel des services d'études et des ateliers de la SNCF, un équipement électrique spécial fourni par la Westinghouse Electric Corporation a permis la conversion de cette automotrice à la traction monophasée avec le minimum de transformation. On se trouve ici en présence d'une technique dans laquelle l'industrie américaine a placé toute sa confiance. Le courant monophasé, après abaissement de sa tension dans un transformateur, est converti en courant continu dans des redresseurs à vapeur de mercure de très petite taille, appelés ignitrons. Cette automotrice fonctionnait déjà sous courant monophasé, mais à la fréquence 16/2 sur la Deutsche Bundesbahn. Convertie aux 50 périodes par les soins de la mission d'essai SNCF en Allemagne, sous la conduite de M. de Giacomoni, elle est équipée d'un moteur à 50 périodes étudié par le professeur Müller. L'automotrice Z9051 résulte de la transformation d'une automotrice de banlieue à 1500 volts. L'équipement électrique a été construit par les usines suisses et françaises Oerlikon. Ces 4 moteurs directs d'une puissance totale de 1600 chevaux ont été conçus pour le service des grandes banlieues électrifiées. La locomotrice BB 8051, construite par Alstom, appartient comme l'automotrice à ignitron à la famille des engins à redresseurs. Mais ces derniers sont ici du type polyanodique, scellés et refroidis par air. On attend beaucoup d'enseignements d'un tel type de machine, capable de résoudre des problèmes de traction difficiles. En service sur la ligne du Hollental en Allemagne, la locomotrice BB-AEG à 50 périodes est caractérisée essentiellement par ses moteurs monophasés spéciaux à 2 collecteurs et par une batterie de condensateurs destinée à améliorer son facteur de puissance. Doyenne des prototypes français, la CC 6051, un moteur direct construit par Oerlikon et Winterthur, a fait preuve de qualité. Ayant parcouru 150 000 km en un an avec une parfaite régularité, elle continue depuis à défendre brillamment l'honneur du 50 périodes. La deuxième des prototypes construits par la société Alstom est une CC à moteur direct, dont la silhouette rappelle les fameux CC 7000 à courant continu. Elle se caractérise essentiellement par ses moteurs doubles à 2 induits dans une même carcasse. Quoique plus longue et plus lourde que la CC 6051 Oerlikon, elle est cependant un peu moins puissante. 3660 chevaux de puissance continue au lieu de 4200. Un simple fil de 107 mm², un pantographe léger, voilà qui suffit maintenant à faire passer 4000 chevaux dans une locomotive. Il s'agit maintenant de capter 200 ampères au lieu des 2500 à 3000 nécessaires en courant continu. Sous-station réduite au minimum, caténaire légère, puissante locomotive, voici ce que sera la physionomie des futures artères électrifiées de la SNCF.
Tous ces prototypes avaient des qualités intéressantes et les essais en ligne avaient révélé des performances prometteuses. De plus, leur utilisation quotidienne ne donnait pas lieu à des difficultés majeures. L'électrification en courant industriel à 50 périodes ne devait plus rester au stade du laboratoire. Il fallait maintenant faire une application à grande échelle. Les regards se tournèrent vers les lignes chargées du nord-est, où cette électrification aurait plusieurs avantages. Augmenter le débit des lignes, ne pas se ruiner en investissement et faire des économies de charbon, un intérêt primordial en pleine époque de reconstruction. Valenciennes-Thionville, une ligne à trafic intense, où le minerai et le charbon s'échangent en de perpétuels chassés-croisés. Hier encore, la machine à vapeur crachait ses panaches de fumée noire et les pelletés de charbon rythmaient la marche lente des convois lourds. Une locomotive à chaque bout, tirant et poussant, d'interminables trains se traînant et soufflant, autant de traits d'union mouvants entre le nord et l'est, entre la mine de charbon et le haut fourneau. Le profil de la ligne est accidenté. Partant de Valenciennes, elle s'élève avec des rampes atteignant 11 mm 5 par mètre, rampes sur lesquelles 2 locomotives à vapeur sont bien souvent nécessaires pour assurer la remorque des trains lourds. Après le tunnel de Martinsart, le profil est plus facile, jusqu'à la longue montée vers Audun-le-Roman, suivie d'une descente avec une pente de 10 mm par mètre sur près de 20 km jusqu'à Thionville. On vit donc apparaître 4 types de locomotives sur Valenciennes-Thionville. Des CC à groupe convertisseur monocontinu et des CC à groupe convertisseur monotriphasé. Des BB à moteur direct monophasé et enfin des BB à redresseur ignitron. La cavalerie monophasée était ainsi constituée. Notre propos est maintenant de vous faire pénétrer plus avant dans les conceptions de ces locomotives, dans leur pourquoi et leur comment. Une solution sûre consistait à conserver des moteurs de traction à courant continu qui avaient déjà fait leurs preuves et de les alimenter par un groupe convertisseur rotatif transformant le courant monophasé en courant continu. Ainsi est née la locomotive CC 14100 de conception Alstom. Pour ce type, le courant monophasé à 25 000 volts capté sur la caténaire alimente le primaire du transformateur principal TP. Le secondaire à 3000 volts alimente le stateur du moteur synchrone MS. 2 génératrices à courant continu GP calées sur l'arbre du moteur synchrone alimentent sous tension variable de 0 à 750 volts les 6 moteurs de traction M à courant continu branchés en parallèle. Nous sommes chez un des constructeurs et les hommes qui s'affairent au montage d'une de ces puissantes locomotives de la ligne du Nord-Est vous en donnent l'échelle. Sur le groupe, le moteur synchrone en constitue la partie centrale. Les 2 génératrices à courant continu sont situées de part et d'autre.
Les 3 carcasses distinctes sont boulonnées entre elles et centrées par emboîtement circulaire sur 2 flasques communs. Le groupe, d'un poids total de 21 tonnes, repose sur le châssis par l'intermédiaire de plots en caoutchouc. La locomotive du type CC à fort poids adhérent permet sans difficulté l'adoption d'un organe aussi lourd. La locomotive à marchandises de faible puissance massique est bien le domaine de prédilection de la machine à groupe. En possession de la solution satisfaisante, telle que l'a donnée la CC 14100, la SNCF a jugé utile d'expérimenter la locomotive à groupe convertisseur mono-triphasé, permettant d'utiliser des moteurs triphasés à cage, sans collecteur, qui ne nécessitent qu'un entretien minime. La société Oerlikon construisit alors la CC 14000. Dans cette machine, le courant à 25 000 volts alimente le primaire du transformateur principal. Le secondaire, à 1100 volts, alimente un groupe convertisseur de phase monophasé triphasé. Ce dernier alimente à son tour un groupe convertisseur de fréquence qui fait varier de 0 à 135 périodes la fréquence du courant, alimentant les 6 moteurs de traction asynchrone à cage. Les machines de la CC 14000 forment 2 groupes. Le moteur synchrone et la génératrice à courant continu sont réunis et forment le groupe synchrone convertisseur de phase qui tourne à vitesse constante. La machine asynchrone et le moteur à courant continu forment le groupe asynchrone convertisseur de fréquence. La conversion ainsi réalisée permet de donner au moteur de traction triphasé à cage une souplesse analogue à celle du moteur série. C'est ici l'assemblage d'un groupe synchrone. Les 2 rotors, une fois assemblés, sont introduits dans les carcasses. Celles-ci seront à leur tour boulonnées entre elles, de façon à constituer un ensemble indéformable. Le service voyageur nécessite des locomotives plus nerveuses et capables de vitesse. Il fut donc décidé pour cela de construire le type BB 13000 à moteur direct qui exige une forte accélération au démarrage et se trouve de ce fait bien adapté à ce service. La construction en fut confiée au groupe Gemont-Schneider. Le courant capté à la caténaire à la tension de 25 000 volts vient alimenter par l'intermédiaire de disjoncteurs le transformateur principal TP. Un graduateur de tension disposé côté primaire permet par l'intermédiaire du secondaire l'alimentation directe sous tension variable de 0 à 350 volts des 4 moteurs de traction monophasés à collecteur M branchés en parallèle. Mais là résidait le problème, construire des moteurs fonctionnant directement sous courant monophasé 50 périodes. Dans le moteur adopté, les connexions en métal résistant, montées suivant une disposition entièrement nouvelle, relient les sections de l'induit aux lames du collecteur, afin de réduire les courants de court-circuit. Elles permettent simultanément une élévation de la tension d'alimentation du moteur. Les porte-balais en nombre imposant sont munis de dispositifs répartiteurs de pression qui assurent une égalisation des efforts sur les balais d'une même ligne. Les courants de court-circuit, déjà réduits par les connexions résistantes, le sont encore par l'emploi de balais divisés et par l'isolement des faces des porte-balais.
Une autre caractéristique technique de ce moteur est le système de réglage de la commutation qui comporte 3 taux suivant la vitesse. L'enroulement de commutation est shunté, aux basses vitesses par capacité et résistance, aux vitesses moyennes par résistance, aux vitesses élevées par inductance et résistance. Dans tout parc de locomotives, il est bon d'avoir des locomotives mixtes pouvant assurer indifféremment un service voyageur ou un service marchandises, de façon à apporter de la souplesse dans l'utilisation du parc. Ainsi fut décidée la construction de la BB 12000 de conception Schneider-Westinghouse, avec un équipement de redresseur à vapeur de mercure scellé du type ignitron, permettant l'alimentation en courant presque continu des moteurs de traction classiques à collecteur. Dans cette locomotive à ignitron, le courant à 25 000 volts vient alimenter le transformateur principal TP. Un dispositif de graduation de tension, placé côté primaire, permet l'alimentation sous tension variable d'un ensemble de 4 blocs ignitron qui redressent le courant avant d'alimenter les 4 moteurs de traction branchés en parallèle. Ces derniers sont de simples moteurs série à courant continu à tension d'alimentation réglable de 0 à 750 volts. Mais qu'est-ce qu'un ignitron ? C'est en somme une grosse valve électronique refroidie par eau et capable de débiter 1000 ampères en régime continu. Les ignitrons sont groupés par 2 dans des blocs comportant tout l'appareillage d'excitation nécessaire à la commande du fonctionnement des tubes. Chaque locomotive BB 12000 comporte 4 de ces blocs. Mais la rançon de cette diversité semble devoir être la mise en service simultanée d'un grand nombre d'organes très différents devant compliquer le démarrage du nouveau système d'électrification. Pour y remédier, un des principaux soucis des techniciens a été d'unifier et de standardiser au maximum. Ce qui frappe en regardant les locomotives du Nord-Est, c'est la similitude des silhouettes. Cela provient de l'adoption du même type de cabine centrale. La cabine préfabriquée dans un atelier annexe, avec ses éperons porte-pantographes, visibles en avant des baies frontales, est montée sur le châssis après mise en place de l'appareillage. Un des principaux avantages de la cabine centrale est de permettre une visibilité parfaite, tant à l'avant qu'à l'arrière, grâce à la forme profilée des capots. La même tension, 25 000 volts, alimentant les 4 séries de locomotives, il était normal d'avoir les mêmes appareils haute tension, tel le disjoncteur mis en place ici sur la toiture. Cet appareil à air comprimé à grand pouvoir de coupure, construit et mis au point dans les usines du Havre de la compagnie électromécanique, est directement dérivé du disjoncteur Brown-Boveri, classique en traction 16/2. Le même pantographe du type M Fevley équipe toutes les locomotives Nord-Est. Il est du type classique à commande pneumatique. Il est unipalette avec cornes isolées. Le fabricant a mis au point en collaboration avec la SNCF un type simplifié qui équipera toutes les locomotives nouvelles du Nord et de l'Est Paris. Le compresseur unifié est du type AD 3000. D'autres unifications ont pu être réalisées sur les BB d'une part, sur les CC de l'autre. C'est le cas du graduateur haute tension qui équipe les BB 12000 et 13000. Son rôle est de permettre l'utilisation successive des différentes prises de réglage de l'autotransformateur placé en tête du transformateur principal. Il est du type à contact par galet, commandé par chaîne, l'ensemble est placé dans l'huile. Le graduateur constitue un organe robuste, accolé au transformateur et pratiquement sans entretien. Les parties mécaniques ont également fait l'objet d'une unification poussée. Elles sont pratiquement identiques sur les 2 types de BB. On trouve le même essieu dont le forgeage, toujours très spectaculaire, demande un soin particulier et surtout beaucoup d'habileté de la part des ouvriers spécialisés auxquels ce travail délicat, malgré son apparence grossière, est confié.
Transmission à cardan, reconnaissable à sa couronne dentée, son arbre creux et à ses anneaux d'entraînement, est aussi commune aux deux types de machines. On trouve aussi le même bogie à quelques détails près, ceux par exemple de la fixation des moteurs de traction. C'est un bogie de même conception qui a fait ses preuves sur la BB 9004 lors du record du monde de vitesse à 331 km/h le 29 mars 1955. Les châssis de caisse, les capots et la cabine, nous l'avons vu, sont identiques. Et il est vraiment difficile de savoir quel est le type de locomotive, BB 12000 ou 13000, dont la caisse est descendue ici sur les bogies. Au premier plan, on distingue nettement l'attache de la barre de traction basse qui évite le cabrage des bogies. La même unification des parties mécaniques se retrouve sur les locomotives CC. Le châssis de bogie est essentiellement constitué par deux longerons largement dimensionnés et fortement entretoisés par 4 traverses dont 2 supportent les pivots. La liaison des boîtes d'essieu au châssis de bogie est réalisée au moyen de bielles articulées sur cils en bloc. Les bogies se différencient uniquement par le système d'engrenage et de transmission. Dans les deux cas, les moteurs sont suspendus par le nez. Dans la CC 14000, le pignon moteur attaque directement la couronne dentée qui est calée sur l'essieu. Pour la CC 14100, l'entraînement se fait par l'intermédiaire d'un réducteur fixé sur la carcasse du moteur. Ce réducteur a permis de monter sur une locomotive relativement lente un moteur rapide de faible encombrement. Le caoutchouc a été largement utilisé dans la suspension sur les pivots de bogie et nous l'avons déjà vu pour la fixation des gros organes sur le châssis. Le châssis de caisse comprend 2 longerons en tôle épaisse, principalement entretoisés par les traverses de tête et les traverses pivots. Il y a bien d'autres exemples d'unification sur les 4 types de locomotives nord-est. Ce que nous venons de voir démontre que le but que nous nous étions fixés a été atteint. Mettre en facteur commun le maximum d'organes. Porteuses de tous les espoirs, les 4 locomotives vont maintenant affronter l'épreuve des essais techniques et des démonstrations en grandeur nature devant les techniciens du monde entier. À Kérénin, petite localité des environs de Valenciennes, les invités avaient été conviés à assister au démarrage de trains de marchandises très lourds en rampe de 11 mm par mètre. Sous une pluie battante, stoïquement, ils purent voir d'abord la BB 12006, locomotive de 85 tonnes à redresseur ignitron, démarrer un train de 1450 tonnes. À son tour, au même endroit, et aussi dans les mêmes mauvaises conditions d'adhérence, la CC 14110, locomotive de 126 tonnes, décolle avec facilité les 1850 tonnes du train auquel elle est attelée. Calme et sans hésitation, elle arrache littéralement l'inertie de son convoi.
La réussite est complète. Il n'y a pas de raison d'en rester là. On peut faire mieux, ce fut fait. Et s'il est dommage que nos visiteurs n'aient pu assister quelques jours plus tard au spectacle extraordinaire de la locomotive BB 12006 arrachant un train de 2000 tonnes en rampe de 10 mm par mètre, le cinéma gardera les images de cette nouvelle performance. « 36 tonnes d'effort au crochet de traction de la locomotive. Un coefficient d'adhérence supérieur à 40%. Quel triomphe pour la technique française. 85 tonnes entraînant 2000 tonnes. Cela se passe de commentaires. Les performances dépassent toutes les prévisions. Les tonnages remorqués atteignent des chiffres inespérés. Plus de 3500 tonnes en rampe de 5 pour 1000 pour les CC 14100. Ce qui pousse les techniciens à poursuivre les essais pour étudier ce phénomène et faire des comparaisons avec les machines à courant continu. Sur les locomotives monophasées, au contraire, dans la majorité des cas, l'essieu ne part pas à l'emballement. Il glisse et se raccroche, et le démarrage du train n'est pas perturbé. Une étude approfondie et des essais très poussés, auxquels a participé le cinéma, ont été effectués avec une BB 12000 afin d'étudier ce phénomène. Ils ont démontré que sur les locomotives monophasées, le schéma électrique et les caractéristiques effort-vitesse des moteurs permettent à l'essieu qui commence à glisser de perdre très vite son effort et de raccrocher plus aisément sur le rail, sans que pour autant les autres essieux s'en trouvent influencés. On peut dire que par sa conception même, la locomotive monophasée sent venir le patinage et l'arrête à temps par une sorte d'autorégulation. Au contraire des locomotives à courant continu, où il y a une temporisation de signalisation et où il est nécessaire, de plus, de réduire l'effort de tous les moteurs. Les qualités d'adhérence des locomotives monophasées ont permis d'augmenter considérablement les charges remorquées. Bien d'autres essais ont été effectués sur les locomotives monophasées. Entre autres, des essais de tenue en marche des différents types de pantographes afin de mesurer les pressions sur la caténaire aux différentes vitesses. La locomotive électrique est ici poussée par une machine à vapeur, car ces essais sont faits sans captation de courant. De la même façon a été mis au point le nouveau pantographe type AM. Ce nouveau pantographe est en forme de V couché au lieu de losange. Il est remarquable du point de vue tenue en vitesse et il permet un gain de poids très appréciable. Les premières machines ont été livrées en juillet 1954, 2 ans seulement après les commandes. Les livraisons s'étalèrent sur 7 ans jusqu'en décembre 1961. Au total, 20 CC 14000 à moteur triphasé, 102 CC 14100 à groupe mono continu, 53 BB 13000 à moteur direct et 148 BB 12000 à redresseur furent livrés à la SNCF, plus 20 BB 12000 livrés au chemin de fer luxembourgeois où elles portent le numéro de série 3600. Elles sillonnèrent toutes les lignes du Nord-Est, bien sûr. On en vit à Paris, à Strasbourg, à Lille, dans le Jura et en Savoie pour les pointes de trafic. Les CC 14000 à moteur triphasé connurent de nombreuses difficultés de mise au point et des avaries en ligne, ce qui limita leur utilisation malgré leur bonne capacité de traction et de freinage par récupération. Elles furent retirées du service au début des années 80, n'ayant parcouru qu'1 500 000 km en moyenne. Les BB 13000 ont fait une meilleure carrière puisqu'elles atteignirent des kilométrages unitaires de l'ordre des 4 millions. Elles circulèrent sur toutes les lignes 25 000 volts. Grâce à leurs bonnes accélérations, on les vit sur les trains Paris-Strasbourg, Bâle-Calais et aussi sur de nombreux services omnibus jusqu'à l'arrivée des nouvelles séries BB 16000, 16500 puis 15000. Mais leur moteur direct, qui supportait mal les vitesses lentes, les destinait surtout aux trains de voyageurs avec peu d'arrêts.
ce que pouvaient faire tout aussi bien les BB 12000. Les coûts d'entretien des moteurs augmentant, elles sont arrêtées en 1994, après 30 ans de service. Les CC 14100 se taillèrent la part du lion pour le trafic lourd jusque dans les années 70, où elles commencèrent à être supplantées par des machines plus modernes et surtout plus rapides. Leur vitesse limitée à 60 km/h et surtout le coût d'entretien des groupes tournants et des moteurs de traction les firent disparaître petit à petit. Les dernières roulèrent en 1997. Dans le fond des voies du dépôt de Thionville, il reste 2 carcasses éventrées. Ces monstres de 126 tonnes, qui ont été l'un des symboles de l'industrie sidérurgique lorraine, finissent de rouiller dans ce terrain vague, en attendant le chalumeau. Les fameux groupes tournants, le cœur de la machine, gisent dans l'herbe. Mais pour les BB 12000, la vie continue. Les jours sont comptés, certes, et de nombreuses machines ont été retirées du service. D'autres sont garées en bon état, comme ici, à Aulnoy. Dehors pour les plus malchanceuses, ou à l'abri d'un hangar silencieux. Contrairement aux prévisions, c'est la série qui a donné les meilleurs résultats. 45 ans de service et plus de 5 millions de kilomètres au compteur. Nous sommes à Wappy, près de Metz. À l'annexe traction, la 12101 attend l'heure de sa prochaine tournée. Elle commence à accuser son âge, peinture défraîchie, et elle a même perdu une plaque. En attendant son conducteur, on fait une petite visite. Dans la cabine, le bloc central avec son équipement d'origine, le frein direct et le frein automatique, les manomètres, les ampèremètres. Sur le côté, le volant de traction et celui de chantage qui actionne directement le graduateur. Sur le dessus, l'indicateur d'écran de traction et de chantage. Le tableau des interrupteurs et des auxiliaires avec le boîtier supérieur ajouté plus tard. Et de l'autre côté, une réplique exacte du poste de conduite. Bien sûr, le flamand avec sa timonerie à cardan et, en face, un simple indicateur de vitesse. Au-dessus du pupitre, le bloc radio. Et au plafond, la commande manuelle du disjoncteur. Avec le conducteur, nous allons suivre la procédure habituelle de mise en route. Un coup d'œil au carnet de bord, puis enclenchement du sectionneur des batteries. La batterie. Mise en place des poignées du volant de traction et du frein, du côté conduite, selon la préférence du mécano. Levée du panneau. Le premier cran commande la fermeture du disjoncteur et les 2 crans suivants, le démarrage des auxiliaires, le groupe Arnaud et les ventilateurs. La pression d'air monte rapidement car la machine est au dépôt depuis peu de temps. Essai de frein classique, serrage, desserrage, contrôle de l'étanchéité. Remontage traditionnel du flamand, un héritage de l'époque de la traction à vapeur. Maintenant, les essais de traction. Frein serré, un cran en marche avant, contrôle de l'alimentation des moteurs, retour à zéro, inversion en sens et même manœuvre. C'est bon, on peut partir. Deux crans, ça suffit amplement pour circuler sur les voies du dépôt. La 12101 va prendre son train. Un train de marchandises, bien sûr, car depuis plusieurs années, les 12000 ont été écartés du service voyageur au profit des machines plus modernes. À l'autre bout du triage, c'est la 12063 qui vient se mettre en tête d'un train pour l'Allemagne.
C'est dans ce genre de site, les triages, qu'on a le plus de chances de voir les fer à repasser, selon l'appellation familière des cheminots pour ces machines particulières. Celle-ci vient de laisser son train et repart vers le dépôt. Départ. Moins d'une heure plus tard, le train arrive à Apac, ville frontière. Avec l'agent de manœuvre à bord, la 12063 va déposer son train sur une voie du faisceau d'échange, où une machine de la DB le prendra en charge. Petit contretemps, le train que devait reprendre la 12000 n'est pas là, et elle va redescendre au pied à Wapi. Tout d'abord le long de la Moselle, dans la boucle de Cirque-les-Bains. Puis devant les hauts fourneaux éteints, à Ucange. On peut voir aussi des 12000 dans la région de Lens et d'Aulnoy, où elles assurent un trafic identique de marchandises. Leur longévité est due à des performances et une fiabilité remarquables. Ces machines ont été à ce point réussies qu'elles n'ont reçu que peu de modifications au cours de leur vie. Mis à part les aménagements comme la radio ou la VACMA, la seule transformation notoire fut le remplacement des ignitrons par des redresseurs secs, puis des diodes silicium, ce qui améliora encore leur performance. On reconnaît les machines modifiées à la présence de filtres à air sur les côtés des capots. Mais certaines locomotives ont gardé leurs ignitrons jusqu'à la fin. Cela prouve la robustesse de ces équipements et le bien fondé de ce principe qui donna naissance à une longue descendance de machines à redresseurs. Dans les années 60, elles perdront leur belle livrée bleue pour le vert celtique, moins salissant mais plus triste. Jeumont, un des lieux de naissance des fers à repasser. L'immense gare frontière est bien déserte aujourd'hui. C'était un lieu de passage, fréquenté aussi bien par les rapides internationaux vers la Belgique, les Pays-Bas et les pays scandinaves, que par les trafics lourds de la sidérurgie locale. Un train bien court arrive de Belgique, remorqué par une BB type 22, une locomotive à courant continu 3000 volts. Et ces gens à la porte des wagons couverts ne sont pas des immigrés clandestins, mais des colombophiles qui accompagnent un convoi de pigeons voyageurs à destination des clubs colombophiles de la région parisienne. Pas de perte de temps.
la machine belge est dételée et dégage la voie sur un tiroir. La caténaire est alimentée en 3000 volts continus. La 12124 attend son tour. La caténaire est commutée sur le 25 000 volts et la 12000 s'avance en tête du train. Elle aussi a perdu sa plaque. Disons plutôt qu'elle a disparu. Recommutation de courant caténaire. Et la 2208 repart vers la Belgique. Quelques minutes plus tard, le convoi démarre. Avec une centaine de tonnes au crochet, la 12000 n'aura vraiment aucun mal à tenir les 100 km/h jusqu'à destination. Ici, les tonnages ne sont plus les mêmes. Ce train, d'une trentaine de wagons trémies spécialisés, arrive en gare de Pagny-sur-Meuse, remorqué par la 12051. L'ancienne ligne de Vaucouleurs se raccorde à la ligne Paris-Strasbourg à Pagny-sur-Meuse. Elle dessert deux importantes carrières de calcaire, celle de la compagnie industrielle et minière à 3 km, toujours sur la commune de Pagny, et celle de la société Solvay à Saint-Germain-sur-Meuse, à 6 km d'ici. C'est l'activité importante générée par ces deux embranchements qui a sauvé cette portion de ligne et justifié sa modernisation. Et c'est probablement un des derniers trafics lourds confiés aux 12000. L'agent de manœuvre monte à bord et il ne va pas chômer. En premier, pour prendre l'embranchement, il faut rebrousser. La 12000 va d'abord déposer sa rame sur une voie de garage, puis se remettre en tête du côté Saint-Germain. C'est dans l'exécution de ces manœuvres que les cheminots apprécient la bonne visibilité de la cabine centrale de ces machines.
Direction, la carrière Solvay à Saint-Germain. Sur cette courte ligne, la vitesse est limitée à 50 km/h pour les rames vides et 40 km/h pour les rames chargées. La rame est tirée jusqu'au bout de la carrière, puis elle est refoulée vers les trémies de chargement. La rame est coupée en deux, la 12 000 retire la demi-rame et la refoule sur la deuxième voie de chargement. Un locotracteur de l'usine va ensuite se charger de faire avancer les wagons au fur et à mesure de leur remplissage, pendant que la 12 000 revient à l'autre extrémité du faisceau. Une première demi-rame est chargée, la 12 051 va s'atteler pour la ramener à Pagny. « 1350 tonnes, un profil facile, pas de problème particulier pour des machines qui avaient été prévues aux études pour remorquer 750 tonnes en rampe de 10 pour 1000 et qui, dans les faits, sont capables de tracter 1750 tonnes, plus du double. À Pagny, la 12 051 va déposer sa rame et revenir haut le pied à la carrière pour aller chercher l'autre partie des wagons dont le chargement se termine. Ensuite, le balai va continuer par le regroupement des deux demi-rames en une seule. Quand on vous disait que l'agent de manœuvre ne chômait pas. « 30 wagons, 2700 tonnes.
La 12 000 décolle facilement son train. Direction Varangéville, près de Nancy, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Elle va s'engager sur la ligne 1, Paris-Strasbourg. Là, pas question de flâner. Le sillon entre les rapides n'est pas extensible. Puissance et fiabilité, ces qualités des 12 000 sont mises à l'épreuve 4 ou 5 fois par jour sur ce trafic intense de train de cailloux, comme on dit ici. Les BB 12 000 avaient été étudiées comme locomotives mixtes. En France, elles ne font plus que du service marchandises depuis plusieurs années. Pour les retrouver dans leur affectation d'origine, il faut aller non loin d'ici, au Grand-Duché du Luxembourg. Dépôt de Luxembourg. Les nouvelles 3000 aux lignes arrondies viennent d'arriver. Ces machines bicourants sont encore en période d'essai, mais c'est la relève qui s'annonce pour les valeureuses 3600. En tout point identique aux 12 000, 20 locomotives ont été livrées au chemin de fer luxembourgeois, les CFL. La première, la 3601, a été livrée en 1958 avec deux de ses sœurs. Elles ont été prélevées sur un lot de 12 000 destiné à la SNCF. Les autres arrivèrent dans les 2 ans qui suivirent. Elles ont chacune en moyenne 2 450 000 km au compteur. Compte tenu de la faible longueur des lignes parcourues, cela témoigne d'une exploitation intensive. Sur les 20 machines livrées, 17 sont encore en service. Les 3 manquantes n'ont pas été retirées du service par vieillissement prématuré, mais à la suite d'accidents en 1971 et 1997. Encore une preuve, s'il en fallait, de la fiabilité de ces engins et de la bonne qualité de l'entretien fait par les ateliers des CFL. Avec Claude, nous allons prendre la 3610 pour faire une tournée habituelle. Mais tout d'abord, la visite des lieux. L'aménagement de la cabine ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle des 12 000. Les fameux volants de traction, les coupes-jambons, l'indicateur de grande marche, le boîtier de commande des auxiliaires et les voyants de contrôle sont d'origine, alors que sur les 12 000, ils ont été légèrement modifiés. Le traditionnel et antique flamand a été remplacé par un compteur Hassler, standardisé au CFL, tout comme le bloc radio. Nous allons jouer les espions et suivre les gestes de Claude pour la mise en route. Levée du panneau. Les machines ne restent jamais bien longtemps au dépôt. La pression est vite rétablie. Et cette frein. Mise en marche des ventilateurs pour les 7 tractions. De Luxembourg. Quelques centaines de mètres parcourus à 20 km/h. Nous allons nous mettre en tête d'un de ces très nombreux trains de voyageurs dits régionaux, à destination de Rodange, tout près de Longwy, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ce sont des trains assez légers, composés en général de 3 à 5 voitures.
C'est à la fois un service de banlieue pour les premières gares et un service régional pour le reste de la ligne jusqu'à la frontière française. Départ. Quelques tours de volant pour décoller le train et franchir les aiguilles à vitesse réduite comme il se doit. Le bip-bip qu'on entend est celui du mémor. C'est un système de veille incorporé dans la répétition des signaux qui contrôle aussi les réactions du mécanicien en fonction des données transmises par le crocodile. Autant de tours en arrière pour couper la traction au franchissement de la bifure. Claude repasse quelques crans. La BB 15021 en nouvelle livrée attend l'heure de la mise en tête d'un rapide pour Paris. À notre droite, les voies de la ligne de Bruxelles, électrifiées en 3000 volts continu. Nous sortons de la zone de la gare et Claude passe une nouvelle série de crans. L'intensité au moteur atteint les 1000 ampères. Le tonnage du train est faible et la vitesse monte très rapidement. Nous ne tiendrons pas les 100 km/h bien longtemps. Il faut ralentir. Et allons-y pour l'exercice. Vous m'en mettrez 15 tours. À 10 parts, nous croisons la 3613 en tête d'un train identique au nôtre. Les arrêts sont de courte durée, de 30 secondes à 1 minute. Notre mécano n'a pas le temps de rêver. Départ. Claude va passer dans la foulée les 16 crans de traction. Puis, tout en surveillant l'ampèremètre, 2 crans de chantage. Rebolote, nous arrivons à Pétange. Nous rejoignons la ligne à double voie de Bettembourg et Esch-sur-Alzette avant d'entrer en gare. Nous croisons une diesel, la 1802, qui remonte de Redange au Pied. Nous n'aurons pas le temps de prendre de la vitesse sur ce tronçon, car la gare de Redange est toute proche, à peine 3 km. La remise en tête est faite aussitôt, sans perte de temps. En attendant le départ, la 3608 arrive avec une rable semblable à la nôtre. Sur cette ligne, comme sur les autres, les 3600 assurent un véritable service cadencé. Et ici, ce n'est pas la voie unique qui est un obstacle. Retour vers Luxembourg.
Das heißt,